sur les préparations de suite destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants âgés de 6 à 36 mois. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Madame Gueye de Yagassi. Je suis la responsable du projet ARCH. ARCH qui est un projet de recherche et d'évaluation sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Donc, nous allons rester ensemble pendant 1 heure de temps. Donc, nous aurons 45 minutes pour la présentation et les 15 minutes restantes seront réservées aux discussions et aux questions que vous aurez à poser sur cette présentation. Donc, actuellement, vos micros sont mis en mode mute pour permettre de dérouler la présentation. Mais une fois la présentation terminée, vous pourrez lever la main. Il y a un bouton normalement sur votre écran à votre droite pour que l'on désactive votre micro et que vous puissiez poser votre question de vive voix ou bien adresser un message dans la boîte de dialogue qui est à votre droite, toujours à l'écran, pour poser votre question. Donc, j'essaierai de répondre à vos questions. Mais il y a aussi certains collègues de Helen Keller International qui sont en ligne. Et ces collègues également pourront apporter des éléments de réponse à certaines questions que vous aurez. Donc, avant de commencer, nous allons faire un bref rappel des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Nous savons tous que les 1000 premiers jours de la vie, qui vont de l'âge de 0 mois jusqu'à 2 ans, représentent la fenêtre d'opportunité durant laquelle une bonne nutrition est d'une importance capitale. C'est pourquoi il est globalement recommandé d'allaiter exclusivement les enfants de 0 jusqu'à 6 mois. À partir de 6 mois, pour compléter l'apport en lait maternel qu'il ne suffit plus du fait de des besoins en nutriments qui augmentent avec l'âge de l'enfant, on introduit progressivement dans le régime de l'enfant des aliments de complément. Mais l'aliment maternel reste l'aliment principal. À partir d'1 an, tout en continuant l'allaitement, on introduit les aliments familiaux au régime de l'enfant. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est l'aliment maternel exclusif de 0 jusqu'à 6 mois. À partir de 6 mois, on parle de continuum de l'aliment maternel jusqu'à l'âge de 2 ans et au-delà, mais on introduit progressivement des aliments de complément sûrs, appropriés, nutritionnellement bons pour l'enfant, et à partir d'1 an, on introduit petit à petit les aliments familiaux. Comme nous pouvons le voir, le marché des substituts du lait maternel dans les pays à moyen et faible revenu, notamment le marché des préparations de suite, est en plein essor, comme en attestent ces données d'Euromonitor, qui montrent que les pays présentant un taux de retard de croissance élevé, tels que le Nigeria, enregistrent d'importants volumes de vente de préparation de suite. Or, dans les pays comme la France et le Canada, où le retard de croissance est presque inexistant, le volume des ventes est en déclin. Donc, cette diapositive pour vous dire que c'est dans les pays où la prévalence du retard de croissance est assez important, où on trouve un plus grand pourcentage de volume de vente de préparation de suite. D'après une étude menée par UNICEF et Alive and Thrive sous le coup de ne pas allaiter, les décès évitables liés au non-allaitement sont estimés à environ 1,1 milliard de dollars par an. La perte de revenus futurs est estimée à environ 53,7 milliards de dollars par année et les pertes cognitives liées au non-allaitement sont évaluées à 285 milliards de dollars américains par année. Une baisse du développement du capital humain et une augmentation des dépenses en santé entraînent chaque année une perte totale économique d'environ 341,3 milliards de dollars américains, soit 0,7% du revenu national brut. Vous voyez donc que les coûts liés à l'absence d'allaitement sont importants et devraient obliger les décideurs, mais aussi les donateurs ou bailleurs de fonds, à investir dans les interventions nutritionnelles à haut impact, qui ciblent aussi bien les mères que les enfants, afin de renforcer le développement du capital humain.
Pour revenir à notre sujet qui nous réunit aujourd'hui, le Codex Alimentarius est un organe mixte de l'Organisation mondiale de la santé et de la FAO, ouvert à tous les pays États membres des Nations unies et qui a pour mandat d'élaborer des normes, des codes d'usage, des lignes directrices qui vont protéger la santé des consommateurs, mais qui vont également garantir des pratiques loyales de commerce des denrées alimentaires. Donc, les normes de codex ne sont pas contraignantes dans la mesure où chaque pays est libre de transposer, d'adopter ces normes suivant son contexte. Le codex joue un rôle essentiel dans la protection des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment dans l'élaboration de normes sur les substituts du lait maternel, dont la norme qui est actuellement en cours de révision et qui porte sur les préparations de suite. Pour cette norme, nous avons deux catégories de produits. Donc, la première catégorie s'intéresse aux préparations de suite destinées aux enfants âgés de 6 à 12 mois. Et la deuxième catégorie s'intéresse aux produits destinés aux enfants âgés de 12 à 36 mois. Cette norme s'applique aussi bien à la composition qu'aux pratiques d'étiquetage. Les discussions autour de la composition sont presque finalisées. Donc actuellement, les discussions en cours tournent autour de la structure de la norme, du préambule, du champ d'application, des définitions, mais également de l'étiquetage de ces produits. C'est des normes qui servent souvent de référence pour l'élaboration des réglementations nationales. À ce titre, elles peuvent avoir un impact profond sur la santé, mais également sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Malheureux est de constater que le comité Codex sur la nutrition, les aliments diététiques ou de régime fait face à de grands défis. Car le constat est que l'industrie et les associations industrielles ont une grande influence sur les délégations pays et les organisations observatrices. Par exemple, de nombreux délégués pays sont de l'industrie. Lors des rencontres du comité, si vous prenez un pays, 7 des 9 délégués étaient de l'industrie et près de 3/4 des organisations observatrices représentent l'industrie. Donc, ceci pour vous dire que les industriels sont très présents au niveau de ces rencontres du Codex et ont une grande influence sur les délégations pays et les organisations observatrices. Quelles sont les difficultés que nous avons notées avec les pays à moyen et faible revenu ou appelés pays en voie de développement? Le constat est que ces pays sont moins engagés au Codex qu'à l'Assemblée mondiale de la santé. Donc, c'est des délégations qui sont plus présentes lors des rencontres d'Assemblée mondiale de la santé que lors des réunions de comité du Codex. Ces pays laissent les pays à revenus élevés disposer des ressources suffisantes pour décider. Dans mon slide précédent, j'ai dit que les industriels étaient très présents au niveau de ces rencontres, tout comme les pays à revenus élevés. Ils viennent en grande quantité, en grand nombre, donc ils disposent d'assez de ressources humaines, mais aussi de ressources techniques pour prendre les décisions. Il n'y a pas de continuité. Quand je dis il n'y a pas de continuité, c'est que les représentations diffèrent d'une année à une autre. Pour une année donnée, il y a un représentant, par exemple, du ministère de la Santé qui vient, et pour une autre année, il y a un représentant d'une autre entité qui vient. Ce qui fait que le même représentant ne suit pas toutes les discussions et les positions peuvent différer d'un représentant à un autre. Or, c'est des positions pays qui sont partagées lors de ces rencontres. Autre difficulté, c'est que la plupart des délégués des pays à moyen et faible revenu ne comprennent pas les enjeux de cette norme. Donc, ils ne sont pas assez outillés pour comprendre les enjeux et prendre position. Donc, ce qui anticipe sur mon point suivant, le manque de capacité technique fait défaut avec ces pays. Du coup, ces pays ne prennent pas de position, ils préfèrent garder le silence et laisser les pays
à revenus élevés et les industriels donner de la voix et partager leurs positions. La plupart des délégués sont souvent des représentants du commerce. Donc, le commerce met énormément de moyens pour envoyer autant de délégués possible à ces rencontres. Et la plupart des pays à moyen et faible revenu se sentent souvent intimidés du fait du nombre important de délégations venant du commerce, mais aussi des pays à revenus élevés. Ces pays à faible et moyen revenu se sentent souvent intimidés et n'ont pas le courage de prendre la parole et de partager leur position. Tout ceci pour vous dire que la santé et la nutrition des nourrissons et jeunes enfants des pays à moyen et faible revenu sont les plus menacés. Nous l'avons vu avec le premier slide sur le retard de croissance, les données d'Euromonitor 2017. Et ce sont pourtant dans ces pays qui ont moins de voix, qui ont plus de retard de croissance et de problèmes de malnutrition, c'est ces pays qui ont moins de voix au Codex. Donc vous voyez que cela pose problème. Vouloir à la fois protéger la santé du consommateur et les intérêts économiques est source de conflits, comme en témoignent les discussions actuelles sur la révision de la norme Codex sur les préparations de suite, où le commerce et les intérêts économiques prennent largement le dessus sur la santé des consommateurs. Quels sont les enjeux de cette norme? Nous allons parcourir ensemble, un à un, les 4 points critiques auxquels les discussions vont tourner cette année lors de la rencontre du comité nutrition en novembre. Le premier point concerne la structuration de la norme, notamment avoir une seule norme divisée en 2 sections. Lors des réunions précédentes du CCNF-SDU, donc le comité de nutrition sur les aliments diététiques et de régime, il a été convenu d'un commun accord qu'on aurait une seule norme qui présente 2 catégories. Une première catégorie pour les préparations de suite destinées aux enfants âgés de 6 à 12 mois et une deuxième catégorie destinée aux produits pour les enfants âgés de 12 à 36 mois. Donc, il n'y a pas besoin de relancer le débat comme le suggèrent certains pays à revenus élevés. Donc, c'est un point sur lequel tout le monde est tombé d'accord et il n'y a pas besoin de revenir là-dessus lors de cette rencontre. La norme sur les préparations pour nourrissons est unique et présente des sous-divisions pour des produits qui sont similaires d'un point de vue conceptuel. Donc, il est plus logique également pour cette norme sur les préparations de suite, à l'image de la norme sur les préparations pour nourrissons, d'avoir une seule norme puisque c'est des produits qui sont similaires du point de vue conceptuel. Ce qui nous donnerait au total 5 normes ou directives pour les aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Avoir 2 normes séparées serait un prétexte, donc cela va ouvrir une brèche pour considérer les 2 catégories de préparation de suite comme étant différentes, alors que du point de vue conceptuel, ces produits sont similaires. Et donc, par conséquent, les produits destinés aux enfants âgés de 12 à 36 mois ne seront pas définis comme des substituts du lait maternel. Pour résumer ce point numéro 1 sur la structuration de la norme, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il nous faut une norme sur les préparations de suite avec 2 sections. Une première section sur les produits pour les 6-12 mois et une deuxième section sur les produits pour les 12-36 mois. Le deuxième point porte sur l'alignement des documents du Codex aux résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé. Un alignement est essentiel entre les documents du Codex et les résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé. Les normes Codex doivent prendre en compte les domaines prioritaires identifiés par les pays États membres, dont le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la santé. Pour résumer ce point 2, le préambule de la norme ou le champ d'application de chaque catégorie de produits doit explicitement faire référence aux résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la santé. Et dans ce cas, il n'y a pas besoin de nommer ou de lister ces résolutions une à une,
comme le suggèrent certains membres de la société civile, car de nouvelles résolutions pertinentes sont régulièrement adoptées par l'Assemblée mondiale de la santé. Donc, si on liste ou nomme les résolutions, on pourrait avoir une résolution pertinente qui va sortir les années à venir et on ne pourrait plus revenir sur la norme pour mentionner cette référence. C'est pourquoi il faut tout simplement faire référence aux résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la santé sans les nommer et sans les citer. Le troisième point concerne la définition des produits destinés aux enfants âgés de 12 à 36 mois, notamment la définition de toutes les préparations de suite comme des substituts de lait maternel. Les évidences sont claires. L'apport en lait maternel diminue lorsque les préparations de suite sont consommées. Tout à l'heure, dans mon premier slide, nous avons vu qu'à partir de 6 mois, c'est là où on introduit les aliments de complément en plus de l'aliment maternel. Et les préparations de suite sont destinées à être consommées à partir de cet âge, 6 mois, où il y a le continuum de l'allaitement. Donc, ces produits-là vont nuire à l'apport en lait maternel. D'après une étude réalisée par UNICEF, 64% des enfants africains pauvres sont encore allaités à l'âge de 2 ans, contre seulement 41% parmi les familles les plus riches. Nous voyons donc que l'allaitement est plus fréquent et plus pratiqué dans les pays pauvres que dans les pays riches. L'OMS et l'UNICEF recommandent la continuité de l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 2 ans et au-delà. Donc, c'est ce que j'ai dit lors de mon premier slide. Et donc, la promotion des préparations de suite nuit aux pratiques d'allaitement continu, puisque ces préparations de suite sont censées être données à partir de 6 mois, l'âge où commence le continuum de l'allaitement maternel. Lors de la réunion en novembre 2018, donc l'année dernière, les pays sont arrivés à définir les préparations de suite pour les 6-12 mois comme des substituts du lait maternel. Pouvons-nous faire de même pour les préparations de suite destinées aux enfants âgés de 12 à 36 mois? Les directives de l'OMS pour mettre fin à la promotion inappropriée des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants, adoptées dans la résolution 69.9 de l'Assemblée mondiale de la santé en 2016, sont claires. Toutes les préparations de suite sont des substituts du lait maternel. Et ces directives disent ceci: les produits qui servent de substitut du lait maternel, y compris tous les, que ce soit sous forme liquide ou en poudre, les préparations de suite et les laits de croissance commercialisés pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants âgés jusqu'à 36 mois ne doivent pas être promus. L'Assemblée mondiale de la santé parle de lait de croissance pour les produits destinés aux enfants âgés de 12 à 36 mois, alors que le Codex les définit comme étant des produits pour enfants destinés de 12 à 36 mois. Donc, c'est les mêmes produits, c'est juste l'appellation qui diffère selon que vous soyez à l'Assemblée mondiale de la santé ou au Codex. Et vous voyez que l'Assemblée mondiale de la santé définit tous ces produits, que ce soit les préparations pour nourrissons, les préparations de suite pour les nourrissons du deuxième âge et les laits de croissance, comme étant des substituts de lait maternel, et donc leur promotion doit être interdite. Les préparations de suite sont souvent promues avec des étiquettes similaires à celles des préparations pour nourrissons. C'est ce que l'on appelle la promotion croisée, et nous allons voir ça dans le slide qui va suivre. La promotion des préparations de suite pour les enfants âgés de 12 à 36 mois nuit à l'allaitement maternel, contribue à une mauvaise utilisation de ces dernières, mais aussi contribue à l'augmentation des risques pour la santé. Sur cette diapositive, vous avez des exemples de 3 catégories différentes de substituts de lait maternel. Nous avons les préparations pour nourrissons, nous avons les préparations de suite pour les enfants âgés de 6 à 12 mois et nous avons les préparations de suite pour les enfants âgés de 12 à 36 mois. Comme vous pouvez le voir, ces étiquettes sont similaires. Parfois, ils ont le même nom de produit, les mêmes couleurs et les mêmes logos.
c'est ce qu'on appelle la promotion croisée, c'est-à-dire c'est une technique utilisée par l'industriel pour faire la promotion d'un produit X par un produit Y. Donc, faire la promotion des préparations de suite pour les 12-36 mois en utilisant les mêmes logos, les mêmes couleurs que les préparations pour nourrissons ou les préparations de suite pour les 6-12 mois. La promotion croisée a été constatée dans 4 pays où le projet ARCH a été mis en œuvre. Le Sénégal, la Tanzanie, le Népal et le Cambodge. Donc, dans tous ces 4 pays, on a remarqué cette forme de promotion des substituts de lait maternel. Les résultats de cette étude sont disponibles et sont publiés sur Maternal and Child Nutrition. Donc, une fois que vous accédez à ce site web, vous pouvez avoir accès à cette documentation. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a une similitude entre ces 3 produits, comme vous pouvez le voir. Or, l'industrie veut faire croire que les préparations de suite pour les enfants âgés de 12 à 36 mois ne sont pas des substituts de lait maternel et donc peuvent être promus. Il ne s'agit pas d'un problème de composition du produit, mais plutôt de la fonction. Quelle est la fonction de ce lait destiné aux enfants de 12 à 36 mois? Ces produits ont la fonction de substitut du lait maternel, car leur consommation remplace, au lieu de compléter, l'apport en lait maternel. Donc, nous venons de voir que ces 3 produits sont appelés substituts du lait maternel et sont commercialisés de la sorte. Donc, ils remplissent les mêmes fonctions que les préparations pour nourrissons. Nous devons nous assurer que tous les produits de cette norme doivent être définis comme des substituts du lait maternel, pour être ainsi conformes aux dispositions du Code, mais aussi les résolutions ultérieures pertinentes de l'Assemblée mondiale de la santé. C'est pourquoi on veut un alignement entre les documents du Codex, notamment cette norme, et les résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé, car l'Assemblée mondiale de la santé définit déjà tous ces 3 produits comme des substituts du lait maternel. C'est maintenant au Codex d'en faire de même. Les préparations de suite, donc en résumé, pour les enfants âgés de 12 à 36 mois sont des substituts de lait maternel, ne doivent pas être promus. Ils ne doivent pas être promus de manière croisée avec les préparations pour nourrissons et les étiquettes doivent remplir toutes les étiquetages en matière, toutes les informations en matière d'étiquetage. Il peut y arriver, une fois à la rencontre, qu'on ait certains compromis à faire, puisque cette année, on aura la discussion sur la définition même de ces préparations de suite comme substituts de lait maternel. Au cas où nous ne parviendrons pas à les définir comme les substituts de lait maternel, comme nous sommes arrivés à le faire avec les préparations de suite pour les 6-12 mois, il faudrait qu'on s'assure qu'au moins, dans le texte de cette norme, il y ait quelque part où les 3 termes suivants y figurent, à savoir pas de promotion croisée, et que ces produits respectent toutes les exigences en matière d'étiquetage. Là, je partage 2 documents élaborés par Helen Keller International et disponibles pour consultation sur la page web du projet ARCH. Donc, il y a un lien que j'ai partagé avant de démarrer la présentation. Je vais remettre ce lien dans la boîte de dialogue. Donc, une fois que vous cliquez sur ce lien, vous aurez accès à toutes les ressources du projet ARCH et notamment de la révision de cette norme sur les préparations de suite. Donc, il y a des documents de politique qui sont disponibles et il y a aussi ces 2 documents. Le premier qui porte sur les avantages de l'allaitement au cours de la 2e année de la vie et au-delà. Et le deuxième qui est en anglais qui porte sur l'approche des droits humains pour s'assurer que les préparations de suite sont définies comme des substituts du lait maternel. Vous aurez également le webinaire de l'année passée qui a été animé par Laurence de l'OMS qui porte sur l'allaitement maternel. Le 4e et dernier point porte sur le nom du produit pour la catégorie 12-36 mois. L'OMS est d'accord que les préparations de suite ne sont pas nécessaires. Ça, nous le savons tous. Mais c'est des produits qui existent et qui sont commercialisés sur le marché. Donc, le Codex
a accepté d'élaborer des directives pour la composition de ces deux catégories de produits, les 6-12 mois et les 12-36 mois. Pour les 6-12 mois, le problème ne se pose plus, étant donné qu'ils ont été appelés préparation de suite pour les nourrissons du deuxième âge, donc ils ont déjà un nom. Le problème est par rapport aux produits destinés aux enfants de 12-36 mois, dont le nom n'a pas encore été décidé et devra faire l'objet de discussions lors de la rencontre de novembre. Mais actuellement, la proposition qui est d'actualité, c'est boissons formulées pour les jeunes enfants. Et c'est l'adjectif formulé qui pose problème. Il est globalement reconnu que ces produits ne sont pas nécessaires. Et par ailleurs, une récente étude menée en Indonésie a montré que presque tous les produits destinés aux enfants âgés 12 à 36 mois contenaient un ou plusieurs sucres ajoutés. Et parmi ces produits, les 3/4 ont ajouté le saccharose comme ingrédient. Nous voyons donc que ces produits ne doivent pas être inclus dans le régime alimentaire des jeunes enfants et leur nom ne doit pas sous-entendre qu'ils sont appropriés. Le nom qui doit être donné à ces produits destinés aux enfants âgés de 12 à 36 mois doit être neutre. On a dit tout à l'heure que ces produits ne sont pas nécessaires, mais comme ils sont commercialisés, il faut les réglementer et donc leur trouver un nom. Mais le nom doit être neutre. Il ne doit sous-entendre aucun avantage ni inclure aucune allégation trompeuse. On n'a pas besoin d'ajouter un adjectif au nom. Actuellement, on a proposé boisson formulée pour jeunes enfants. Et le terme formulé peut être mal interprété, comme indiquant un avantage ou un bénéfice, ou bien préparé de façon vraiment spécifique et minutieuse pour répondre aux besoins de l'enfant. C'est pourquoi Helen Keller propose le nom suivant, tout simplement boisson pour jeunes enfants. Quelles sont nos attentes? Tout à l'heure, lors de la présentation, nous avons vu que les intérêts économiques des pays à revenus faibles et des fabricants sont fortement et clairement exprimés lors du Codex. C'est la réalité, c'est ce qui se passe, malheureusement. Parallèlement, les voix des pays à revenus moyens et faibles sont noyées dans celles des pays à revenus élevés et des fabricants. Ce qu'on voudrait, c'est que la tendance soit renversée, que le CCNFSDU renverse la tendance en privilégiant la santé des consommateurs au détriment du commerce et des intérêts économiques. En d'autres termes, comment pouvez-vous, vous, en tant qu'acteur de la santé, en tant que personne concernée par l'allaitement maternel des enfants, comment pouvez-vous engager votre pays avant la rencontre de novembre pour faire renverser cette tendance et privilégier la santé des consommateurs au détriment du profit? Dans un premier temps, il faudra trouver qui va représenter votre pays au Codex, si ce n'est pas déjà vous, et vous assurer que c'est dans leur intérêt de protéger l'allaitement. Au niveau du Codex, les délégations ont des intérêts différents. Donc, tout à l'heure, nous avons vu que le commerce, les industriels ont des intérêts de profit. Or, nous, acteurs de la santé, nous avons des intérêts de santé, de protection de l'allaitement. Vous pourrez accéder à la page du Codex Alimentarius. Une fois à la page, vous pourrez disposer du rapport de l'année dernière. Et dans la partie référence, à la fin du rapport, vous aurez les contacts des pays qui étaient présents et les délégations qui étaient là-bas pour vous donner un peu une idée des personnes qui étaient venues représenter votre pays au Codex. Donc, vous pourrez entrer en contact avec eux pour commencer dès maintenant la discussion et les engager à participer à la rencontre de novembre. Vous également, vous devez vous engager à les accompagner pour défendre les intérêts des mères et des enfants. À la rencontre prévue en Allemagne
du 26 au 30 novembre. Il faut également vous assurer que le délégué pays ou les délégations qui vont participer à la rencontre comprennent les enjeux. Tout à l'heure, nous avons vu ensemble qu'avec les pays à moyen et faible revenu, le problème majeur, c'est que les délégations ne comprennent pas les enjeux avant de venir à la rencontre. C'est pourquoi Helen Keller International a jugé utile de faire cette présentation pour expliquer les différents enjeux aux délégués qui vont y participer, mais aussi les préparer aux positions que doivent défendre les pays pour protéger l'allaitement maternel. À cet effet, vous pouvez utiliser les ressources développées par Helen Keller International. Donc, c'est disponible dans le lien, en cliquant le lien que j'ai partagé dans la boîte de dialogue. Je vais le repartager à la fin de la présentation. Vous aurez là-bas tous les documents de politique qui ont été résumés par rapport à tout ce que je viens de dire, notamment les différents enjeux. Vous aurez également l'enregistrement des webinaires, celui-ci et le webinaire de la semaine passée qui a été fait en anglais. Donc, vous pouvez le partager avec toutes les personnes que vous pensez ont un intérêt de protéger l'allaitement et toutes les personnes qui n'ont pas pu aujourd'hui suivre cette présentation sur la révision de la norme sur les préparations de suite. Dans un dernier lieu, il faudra aider les pays à rédiger et soumettre au Codex une forte déclaration. On les appelle Conference Room Documents, mais c'est des déclarations pays qui permettent de partager les positions des pays par rapport aux différents points que je viens de partager. Donc, s'il y a des pays qui ne peuvent pas participer à la rencontre de novembre pour X ou Y raison, il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours participer en soumettant aussitôt que possible, avant la rencontre, un document, une déclaration pour partager les positions des pays. Et je vous informe que Helen Keller International est disposée et disponible à fournir un appui technique aux besoins pour rédiger cette déclaration, tout comme les partenaires UNICEF et Alive and Thrive, avec qui nous travaillons pour préparer au mieux ces pays à prendre part à cette importante rencontre. Donc, au besoin, n'hésitez surtout pas, vous pouvez vous rapprocher de nous et nous allons vous aider à rédiger les déclarations des différents pays. Pour finir, donc, je vais partager le lien où sont disponibles toutes les ressources développées par Helen Keller International. Donc, vous pouvez y accéder et consulter tous ces documents. Je vais terminer ma présentation avec ce fort plaidoyer qui dit que les pays à moyen et faible revenu doivent s'exprimer, donner de la voix pour protéger l'allaitement maternel continu. Au Codex, encore une fois, c'est les voix qui comptent. Vous le savez tout autant que moi, puisque bon nombre d'entre vous ont déjà participé à ces rencontres du Codex. Donc, c'est des rencontres où vous devez vous prononcer, donner de la voix, vous préparer au mieux pour comprendre les enjeux, connaître à l'avance les positions des pays, donc travailler avec vos codex nationaux pour définir les positions du pays. Une fois là-bas, nous y serons avec vous pour vous apporter l'appui technique nécessaire pour vraiment défendre au mieux l'allaitement maternel. Car au final, c'est nous qui allons en pâtir de ces décisions qui vont être prises. Ce n'est pas les pays à revenus élevés. C'est nos pays qui vont en souffrir. C'est nos pays où on a une forte prévalence de retard de croissance. Donc, c'est dans nos pays où ces décisions vont aller. D'où l'importance vraiment de bien travailler pour pouvoir définir les positions des pays et les faire adopter par le Codex global. Donc, je vous remercie de votre attention à tous. Si vous avez des questions après cette présentation, après la discussion, vous pourrez toujours nous les envoyer aux adresses suivantes. Il y a mon adresse qui est en haut et à l'adresse de Jane, qui est la consultante de HKI et qui connaît très bien cette problématique et que bon nombre d'entre vous connaissent déjà. Et nous sommes disponibles à répondre à toutes vos questions. Donc, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez poser vos questions
en levant la main ou bien en écrivant dans la boîte de dialogue. Merci beaucoup. Respect des exigences en matière d'étiquetage. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous avez le Mali à l'honneur. Oui, bonjour le Mali, bienvenue. Ok, merci. Alors, on a des questions et des Oui, préoccupations. oui, Donc, on va vous les poser directement. d'accord. Voilà. Ok, on peut aller. Oui, Allez-y. oui. Juste la peine de me présenter. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Vous avez le point de contact national du Mali. Oui, Gaussou Keita. Monsieur Keita. Oui, maintenant je voudrais savoir par rapport au nom qui a été proposé, Oui, boisson pour jeunes enfants. boisson formulée pour jeunes enfants, oui. Ouais, non, formulé, vous avez dit que HKI propose Boisson pour jeunes enfants. pour jeunes enfants. Oui. Bon, moi aussi, j'ai une petite préoccupation par rapport au terme boisson, parce que pourquoi ne pas garder substitut du lait maternel pour jeunes enfants? En fait, substitut de lait maternel, c'est le terme global. Quand vous Ouais, dites substitut jeunes de lait enfants. maternel, c'est aussi bien les préparations pour nourrissons, donc pour les enfants âgés de 0 à 6 mois, que les préparations de suite pour les enfants âgés de 6 à 12 mois, que les laits de croissance. Donc, c'est l'ensemble qui est substitut du lait maternel. Oui, Et les deux premières catégories ont déjà un nom. C'est préparation pour nourrissons, préparation de suite. Donc, si on appelle la troisième catégorie substitut de lait maternel pour jeunes enfants, ça va encore être une grande confusion. Et juste pour rappel, le terme qu'on a proposé, boisson pour jeunes enfants, c'est un nom qu'on a choisi suite à 4 noms qui étaient proposés par le Codex. Je pense que vos collègues qui ont suivi les discussions précédentes sont au courant. Donc, il y avait 4 propositions qui ont été faites. Et c'est parmi ces 4 propositions qu'on a trouvé que, en tout cas, le nom qui irait le mieux et qui poserait moins d'équivoques, c'est boisson pour jeunes enfants. Ok, d'accord. Maintenant, concernant la notion, les 3 notions que nous devons garder à l'esprit, pas de promotion, pas de promotion croisée, respect des exigences en matière d'étiquetage. Mais moi, j'ai une préoccupation. Pourquoi ne pas ajouter pas d'arômes à ce niveau également? Parce que les arômes là posent un problème à ces jours. Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter ça aussi? Sinon... On peut ajouter, oui. Moi, je pense que c'est une bonne proposition. On peut également... Ça, c'est les points vraiment clés. Parce que ces points-là, c'est par rapport à la définition même du produit. Si on n'arrive vraiment pas à gagner la bataille, c'est-à-dire, comme on a fait l'année dernière pour les 6-12 mois, on est arrivé à ce qu'on les définisse comme des substituts du lait maternel. Donc, il faut aussi que ces 12-36 mois soient définis comme des substituts. Maintenant, si on n'arrive vraiment pas à les définir comme des substituts du lait maternel, il faut que, dans le texte au moins, que l'on retrouve ces 3 points-là. Bien entendu, on peut ajouter votre proposition pas d'arôme, parce qu'on a vu que les arômes, notamment le sucre, posaient problème. Et la dernière soumission qu'on a eu à faire, on a vu qu'il fallait se prononcer sur les arômes dans ces produits. Ok. Maintenant, le dernier point concernant les résultats de l'étude de l'UNICEF. Le coût de ne pas allaiter. Voilà, 64% des familles pauvres allaitent jusqu'à 2 ans. Bon, moi, personnellement, je trouve que
ça même, c'est une très bonne chose pour nous. En tant que pays à revenu faible. Parce que pour moi, quand un enfant est allaité jusqu'à 2 ans, il est beaucoup plus dynamique et plus résistant qu'un enfant qui, au bout d'un certain temps, a été privé du lait maternel. Exactement. Là, c'est pourquoi on a partagé ces résultats. C'est tout juste pour, par rapport au point qui précède. On a dit que l'apport en lait maternel diminue lorsque les préparations de suite sont consommées. Or, c'est dans ces pays africains, c'est dans nos pays que les enfants sont le plus allaités. Donc, c'est dans nos pays où l'apport en lait maternel est plus susceptible de diminuer puisqu'on a les préparations de suite qui sont très vendues. Si vous vous rappelez le slide que j'ai partagé à l'entame de ma présentation, on a montré que le marché sur les pourcentages des ventes des préparations de suite est très important dans nos pays. Contrairement aux pays riches et industrialisés comme la France ou le Canada, où on a vu que ces ventes-là étaient en déclin. Mais nous, dans nos pays, on a vu que les ventes sont vraiment assez importantes. C'est pourquoi l'apport en lait maternel diminue et ça cause le retard de croissance. OK. Bon, je reviens toujours à ma première question. Pourquoi j'ai dit boisson pour jeunes enfants? Parce que pour moi aussi, ça peut entraîner une confusion parce que la notion de lait peut ne pas apparaître souvent. Ça peut être des boissons telles que les Coca-Cola, les jus de fruits et autres là pour les jeunes enfants. C'est pourquoi la notion de boisson pour jeunes enfants me pose des problèmes. Je voulais trouver un terme dans lequel la notion de lait apparaissait pour essayer de régler la question. Parce que boisson, pour moi aussi, c'est très large. Exactement. En fait, ça, on a discuté longuement là-dessus lors des réunions précédentes et on est arrivé à proposer 4 points. Il y avait même la proposition lait formulé pour les jeunes enfants. Il y avait produits laitiers. Tout ça, c'était des propositions. Mais au finish, comme vous savez, le codex, c'est des votes. Donc, ils ont retenu que 4 propositions de non. Et dans ces 4 propositions de non, c'est le terme boisson pour jeunes enfants qui s'y est à notre avis le mieux. Maintenant, je peux poser la question à la consultante Jane qui est en ligne. Elle également, elle pourrait vous donner son avis là-dessus parce que je sais qu'elle avait suivi les réunions précédentes et je pourrais partager les éléments de réponse avec vous avant de quitter. OK, merci d'avance. Merci beaucoup, le Mali. Mais je vous dis d'ores et déjà que nous avons les mêmes positions que Hélène Keller International parce qu'on a fait une séance de travail et puis pour avoir la même position, parce qu'on a fait un consensus en tout cas au niveau du Mali sur ces questions-là. Merci d'avance. Merci le Mali, merci beaucoup pour votre participation active. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des mots. Hein? Ah, oui, oui. Ok. Boisson pour jeunes enfants. Parce que la notion du lait, là. Allô? La notion du lait disparaît. Ça peut être la justement, on a notre réunion le 6 novembre. On va beaucoup discuter. Ah, ok. Non, on discute à l'interne ici. Ah, d'accord. Donc, je vais couper votre micro. Voilà, ok. Sinon, c'est Camara. On a la réunion qui est prévue pour le 6. Oui. On va préparer, bien affiner la politique nationale. Donc, je vais vous revenir par rapport au nom pour les jeunes enfants. Pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Merci. Oui, Cyril? Bonjour, Allô? Cyril. Oui, Cyril? Bonjour, ma chère Yaga. Oui? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça va? Oui, ça va. Pas de problème. Ce n'est pas une question en tant que telle. Oui. C'était juste pour te féliciter pour ton exposé. Beaucoup. Merci, Cyril. Voilà, et puis te donner l'assurance donc de l'accompagnement de nos différents États. On est avec toi. Et félicitations à Jane encore.
Merci beaucoup. Merci Cyril pour la participation active. On est ensemble. Merci On est beaucoup. ensemble, pas de problème. Merci. Cyril. OK. Donc, allô, le Mali? Oui, on est là. Yaga, on vous attend. Oui, donc pour un peu apporter d'autres éléments de réponse par rapport au nom donné aux produits pour les 12-36 mois. Oui. Donc, j'ai posé la question à Jane. Oui. Elle dit qu'il existe une définition du lait dans le codex et que cette définition est beaucoup plus large que le type de produit auquel nous faisons référence. Donc, on ne peut pas utiliser lait pour jeunes enfants. Lait pour jeunes enfants. Exactement. C'est pourquoi on a fait la proposition boisson pour jeunes enfants. Si. Voilà. C'est noté. Tout qu'on fait cette question, on va discuter lors de la réunion préparatoire. D'accord. Le 6 novembre, à laquelle même je vais vous, comment on appelle là, je vais avoir votre Skype. Et on va le faire par vidéoconférence. OK. Alors, donc, on va beaucoup discuter sur cette question-là. Et on va attendre les propositions aussi. D'accord. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, le Mali. Merci beaucoup, voilà. Tamara, c'est vous qui représentez le Mali à cette rencontre, hein? Oui, normalement, si tout va bien. Vous avez fait votre demande de visa? Bon, j'ai déjà un visa. OK, donc c'est parfait. Vous avez le bonjour de Sekouba Keita. D'accord, merci, monsieur Keita. Voilà. Ils sont tous là et les collègues de l'ANSA, on est ici 8 ou 9. Ah, c'est bien. Vraiment, félicitations. Monsieur Keita, Yatara m'a beaucoup parlé de vous. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui. Merci. Merci beaucoup. Oui? Bon, je voulais simplement donner l'assurance à M. Tamara que le processus pour l'achat du billet est déjà très avancé. Oui? Et qu'il n'y aurait pas de problème pour son voyage en Allemagne, Inch'Allah. Ah, merci beaucoup, Yatara. Merci vraiment. Il n'y a pas de problème, Yatara. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avancer, voilà. Merci beaucoup, merci. Bien. Autre question? On a encore 13 minutes avant la fin du webinaire. Oui. Monsieur Diawara, vous avez une question? Oui, merci beaucoup, Madame Ndeyagassi. Je voudrais féliciter et remercier Hélène Keller International pour avoir organisé cette importante rencontre. Me joindre aux prédécesseurs, les amis qui ont parlé avant moi, notamment Cyril, les camarades Cyril du Burkina, exactement, et les camarades du Mali, oui, pour votre brillante présentation. Et vraiment, on a appris beaucoup d'informations. Merci par beaucoup. rapport au sujet que nous allons discuter, je crois bien demain après-demain, oui, avec vous-même. Exactement. Et que, bon, c'est nous dans nous, hein, chacun est en train de vraiment de se battre comme il peut, pour mieux se défendre, pour ne pas qu'on fasse des présences fictives lors des rencontres du Codex. Exactement. C'est assez important. Et aussi, notre rencontre à Dakar est aussi prise en charge par l'International. On s'en réjouit, on vous remercie et à très bientôt à tous les collègues des autres pays. Et bonne suite de la réunion. Je vous remercie. Merci Diawara, on est ensemble. Donc, comme l'a dit si bien Diawara, le Sénégal, à l'image du Mali, va faire une rencontre demain et après-demain pour vraiment partager, mais aussi définir les positions du Sénégal. Donc, juste à titre d'information. Merci. Autre question? Je pense qu'il y a Yatara qui lève la main. Non, j'ai déjà dit ce que je voulais. OK. OK, Merci. Yatara. Merci, merci. Oui, il y a Combasser. Oui, bonjour, Combasser. C'est qui Combasser? Je vais activer.
Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Mamie, c'est Aïta. Ah, Aïta, ça va? Ça va, oui. Ça va bien, merci. On vous suit depuis Ouagadougou. Ah, c'est bien. Bonjour de Ouaga. Voilà. Nous sommes 20 de Live and Thrive à suivre. Ah, c'est intéressant. Oui. Merci beaucoup. Juste pour insister encore sur l'intérêt que nous portons sur cette thématique. Exactement. Et qu'on va continuer le suivi et la préparation des participants à distance. Inch'Allah. Voilà. Merci et félicitations encore. Merci. J'espère que j'ai été claire. Très clair même. Ok, donc merci beaucoup. C'était super. Et merci encore à Live and Thrive pour vraiment l'accompagnement technique et financier des pays pour part à cette grande rencontre. Merci bien. Merci beaucoup, Aïta. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Avez-vous d'autres questions? On a encore 9 minutes avant la fin. De toute façon, on peut toujours continuer les discussions puisqu'on a encore un peu de temps. Mais retenez que l'importance vraiment, c'est que l'Afrique soit vraiment représentée à cette grande rencontre. Donc, c'est des rencontres annuelles très importantes. Vous le savez tout autant que moi. Et l'Afrique tous unis pourront faire changer les choses. Parce qu'actuellement, la tendance, c'est que les industriels, les intérêts économiques prennent le dessus sur la santé des consommateurs. Donc, il faut vraiment qu'on soit unis et qu'on ait une seule voix pour faire renverser la tendance et arriver de sorte à ce que vraiment les pays africains puissent définir leurs propres règles, leurs propres normes. Et pour ce faire, il faut que l'on comprenne tous les enjeux et qu'on puisse vraiment prendre le micro et donner la position des différents pays. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous aurons là-bas une séance avec les différents pays. Donc, il y aura les partenaires également, HKI, Live and Thrive, UNICEF, OMS, nous serons tous ensemble pour faire une réunion préparatoire. Je pense que ce sera le samedi, dans l'après-midi du 23, avant le début des travaux, le dimanche 24. Donc, nous pourrons discuter de tout ça. Nous créerons aussi un groupe WhatsApp pour vraiment faire les échanges. Donc, vous savez que les ONG sont des observateurs. Donc, nous ne pourrons pas donner de la voix. Seuls les pays peuvent s'exprimer et faire changer les choses. Donc, c'est vraiment important que l'Afrique soit représentée, mais en plus de la représentation, que les voix se fassent entendre. Donc, l'Afrique peut vraiment faire la différence au Codex pour protéger la santé de l'enfant. Jane, did you want to tell something or it's okay for you? Bonjour, Yaga, and bonjour, everybody. It is wonderful to have you on this webinar, and I think Yaga has done a wonderful job in explaining Helen Keller International's view, and we hope that many of you will be able to share a similar view either in sending comments ahead of the meeting or at the meeting. So as she has said, I feel proud to be African because I truly believe it's the African countries speaking up at the meeting and taking a strong stance that will really be able to make the difference at Codex. So for those of you that are going to be at the meeting, I look forward to meeting you. And to those of you who cannot be there, we look forward to supporting you and giving you technical assistance as you consider submitting a conference room document. And Yaga will remain our French contact point. And Yaga, merci beaucoup. It was an excellent webinar. De rien, Jane. Thank you so much.